Alors, la question des rêves et des messages transcendants qui peuvent s'y trouver mérite véritablement qu'on s'y penche un peu sérieusement. Parce que te dit souvent, oui, ton âme te parle pendant les rêves, t'as qu'à t'endormir en faisant un vœu, en demandant à ce que ton âme te parle, à ce que ton soi te parle, à ce que ta conscience supérieure te parle, à ce que tes guides te parlent, à ce que des défunts te parlent. Franchement, c'est loin, loin d'être aussi simple que ça. C'est même vraiment matière, le cas échéant, à énormément de confusion, à énormément de déception, à énormément de déroute, à énormément de mauvaises interprétations. Donc, on va revenir sur la question. Les rêves, grosso modo, si je prends un peu la littérature entre Freud, Jung, bon, même si vous savez que moi je suis très jungien, on va dire, dans mon approche. C'est ce qui m'a, en tout cas, ce qui me parle le plus. Mais bon, les rêves, on va les dire, on va les catégoriser en trois parties. Il va y avoir ce qu'on appelle les résidus diurnes. Alors, le résidu diurne, c'est le psychisme qui gère des tensions, des préoccupations, des frustrations de la journée. Donc là, l'ego, le personnage, est réellement, il est pleinement présent. Si tu veux, les anxiétés, les manques, les désirs, les compensations, les scénarios de contrôle ou de réparation narcissique, tout ça, ça se joue là sans filtre. On voit très très bien qu'on est dans l'écho, dans le personnage, et que là, très clairement, il n'y a pas de parole de l'âme, on n'a pas à y voir autre chose que des règlements liés au fonctionnement égotique. Deuxième type de rêve, les rêves dits compensatoires. Compensatoires dans ce sens où ils ont une certaine fonction de rééquilibrage par l'inconscient entre le soi, là au sens le soi, conscience supérieure, partie de l'âme, conscience pure, et l'ego, entre le soi et le moi. Là, on peut parler d'un rééquilibrage entre les deux, entre une position, rééquilibrage d'une position consciente, on va dire. Il peut être trop rigide ou déséquilibré. Bon, et là encore, c'est lié à l'histoire personnelle. Là encore, il y a le personnage. Là encore, c'est traversé par l'ego, mais c'est plus révélateur d'une posture d'éveil parce qu'on voit que ça demande un vrai discernement et que la voix, je dirais VOIE ou VOX du soi est présente. On est plus dans quelque chose qui demanderait à être discerné, à être revu, à être rééquilibré, mais une fois que l'on se réveille, après analyse du rêve conscient. Donc là, plus dans quelque chose de compensateur, de rééquilibrant. Puis il y a les troisième catégorie qu'on va appeler, je crois que Jung appelait ça les big dreams, les grands rêves, des rêves transcendants, disons, ceux qui sont rares mais qui sont très intenses, qui sont chargés d'une qualité vraiment très 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 importante, ceux que tu n'oublies jamais, dans lesquels il y a une qualité d'image incroyable que Jung appelait qualité d'image lumineuse, je crois. Voilà. Bon, voilà, ils sont hyper marquants et ils mettent en scène souvent plutôt des symboles universels. Plus souvent, en tout cas, on y trouve des symboles universels plutôt que des scènes autobiographiques anxieuses, angoissantes. Là, il n'y a pas d'ego là-dedans. On est vraiment dans le message, quelque chose qui se rapproche en tout cas beaucoup plus d'un message transcendantal, d'un message de l'âme, ou en tout cas d'une source exogène. Hein, voilà. Donc, après, tu vas me dire, ouais, bon, alors comment on fait pour les retrouver? Ça, c'est bien, ça donne à peu près une idée. Donc, en termes de critères, si tu veux, en termes de qualité visuelle, donc on l'a dit, le rêve qui est de type résidu dur, donc compensation exotique et égotique, pardon, rééquilibrage, c'est un narratif qui va être un narratif ordinaire, peut-être un peu flou, avec un enchaînement assez classique, quoi. Alors que dans le message du soi profond ou message de l'âme, là on est dans une qualité d'impression haute définition 4K, quoi. Là c'est net, c'est intense, c'est une qualité de perception qui est complètement différente. Voilà. Là pour le transcendant pur.
Maintenant, on peut avoir aussi quelque chose de, comme je le disais, avec des messages où il n'y a pas forcément cette qualité-là. Mais alors là, il faut aller voir plutôt sur le contenu et voir si on est sur un contenu qui est plus lié à la scène autobiographique, au personnage, ou si on est sur plus de contenu archétypal avec un message qui est assez clair, etc. Autre critère qui peut permettre de distinguer les uns, c'est que peut avoir un effet décharge, ou au contraire une agitation, si c'est mal interprété. Pour un rêve, une compensation égotique ou une alimentation égotique, on va dire, ou résidu diurne. Et alors par contre, quand on a un message qui va venir, on va dire plus message de l'âme, message transcendant, là on a une qualité, une légèreté, le sentiment d'être d'avoir une surprise qui met en joie éventuellement et pas de l'urgence. Voilà. En termes de timing, le rêve de diurne ou de compensation égotique, c'est souvent lié juste après un événement qui a été chargé la veille ou dans la soirée. On rejoue le vécu récent, alors que dans le cadre de messages supérieurs, plus lucides, c'est pas nécessairement lié à un message de la veille, à un événement de la veille. La structure narrative, donc dans le cas du résidu diurne, dans le cas de l'alimentation égotique, etc., on est dans un scénario complet, avec une intrigue, un désir, une résolution, et on va dire sans friction, au sens où sans élément qui contredit dans le rêve ou qui dérange ce qui est attendu. Alors ça se déroule pleinement et ça va très bien comme ça et le désir est satisfait. Alors que la structure narrative du rêve, soit du message transcendant, message de l'âme, rêve lucide, comme on pourrait dire, ou du message de rééquilibrage, il y a plus souvent des images isolées, symboles, pas forcément d'histoire, ou s'il y a un scénario dans le cadre d'un rééquilibrage où il y a quand même un petit peu entre une distinction qui doit se faire entre le soi et l'ego, en tout cas une discussion, en tout cas une danse de rééquilibrage entre les deux. Là, par contre, il y a une rupture. Il y a un élément de friction, il y a un élément qui vient corriger plutôt que satisfaire, ou en tout cas qui vient interpeller, qui veut dire non, là, c'est pas possible, ou ah, ça se passe pas, pourtant j'étais bien dans la satisfaction du désir, mais il y a un élément correcteur, il y a quelque chose qui vient apporter une friction, alors que dans l'autre cas, il n'y en a pas. Le rapport au désir, justement, le rêve de compensation égotique, d'alimentation égotique, du manque ou de résidu dur, il donne exactement ce que le manque réclamait. Il y a une gratification directe versus la nourriture d'un besoin sainement. On n'est pas là-dedans. Et le rapport au désir, par contre, là, de l'autre côté, donc soit je dis, quand on est dans un rééquilibrage, il introduit une donnée qui dérange, qui contredit une forme d'euphorie et qui invite à ajuster sa position. Ou alors, si c'est vraiment le message brut, message avec icône, avec symbole fort, très très lourd de sens, il amène une vérité évidente, distincte de la satisfaction du manque, totalement, on n'est pas du tout le même personnage, il y a une vérité qui tombe, paf, transcendant au couteau. Voilà. Alors, pour les distinguer par contraste, je pourrais dire que le rêve sans friction, c'est-à-dire sans éléments perturbateurs, correcteurs, etc., il te donne exactement ce que le manque voulait en termes de compensation. Tu es dans l'élément qui adhère pleinement à tes scénarios compensatoires par rapport à ce que tu vis dans ton manque en général. Et il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de hic. Tout se passe comme si le désir l'avait écrit lui-même. C'est fluide, c'est gratifiant, ça confirme tes envies sans résistance. Et tu pourrais dire finalement, par une erreur d'interprétation, finalement, c'est mon âme qui est venue valider ça. C'est faux. C'est du contenu égotique. Alors le rêve avec friction, c'est-à-dire avec un élément, il introduit un grain de sable à un moment donné où tu semblais être dans quelque chose qui satisfaisait ta quête, alors pas forcément égotique, quelque chose qui satisfaisait ta quête, qui semblait juste par rapport éventuellement à la nourriture saine de tes besoins, mais au moment où tout semblait se passer correctement, et à un moment donné, dans le rêve, il y a une scène, il y a quelque chose qui ne s'arrête pas là, quelque chose
qui fait que tu n'es plus satisfait. Tu n'es pas satisfait, ça te montre quelque chose qui vient stopper l'euphorie, qui la casse, et qui t'oblige à voir autre chose que ce que tu voulais voir à ce moment précis, qui va corriger ta vision et qui finalement te donne un enseignement sur la manière d'aborder la situation, de faire, une manière de faire, etc. Tu vois, par exemple, tu cherches la maison de tes rêves, etc. C'est en adéquation avec qui tu es, avec tes besoins, avec ton envie, tu as pris en compte tes besoins environnementaux, qui tu es, tout ça. Je veux dire, voilà, c'est sain, tout est sain, mais à un moment donné, bah, tu vois que dans ton rêve, il y a des malfaçons et la maison risque de s'écrouler. Et tu te rends compte que parce que dans tes manières de faire conscientes, dans tes projets, la manière de tes projets, tu as tendance à t'emballer trop vite et à pas prendre un minimum de temps pour prendre des garanties que tout le monde prendrait. Tu es un peu trop dans le je fonctionne au coup de cœur, etc. Ça peut être la même chose avec une personne. Tu es dans la quête de l'âme sœur, etc. Tu dis j'ai bien identifié la quête de l'âme sœur, quelqu'un qui doit correspondre à la nourriture saine de mes besoins et pas quelqu'un qui alimente le manque ou qui alimente mes compensations, mes scénarios de compensation fantasmatiques et autres. J'ai enfin trouvé, et puis, bam, tu te rends compte que dans le rêve, pareil, il se passe un moment quelque chose où tu vois un défaut, peut-être un défaut physique ou un défaut comportemental majeur chez la personne, et tu te rends compte que oui, ça vient peut-être corriger le fait que tu as tendance à t'emballer trop vite. Peut-être que tu vas en général, et peut-être que justement, pour arriver à cette quête-là, ça demande qu'habituellement, tu changes tes comportements et tu prennes plus le temps de faire connaissance avant de t'embarquer, avant de t'engager, etc. Voilà. Donc, voilà un exemple d'éléments correctifs. Tu es bien là sur une satisfaction saine de besoin, mais à un moment donné, quelque chose qui ne va pas, ça t'indique plus qu'il y a une problématique à voir, discernement à voir sur la manière de faire. Voilà. Donc, voilà pourquoi c'est utile. Ça vient questionner tes désirs, même quand les besoins sont sains, introduire de la nuance, éventuellement, que la version consciente du désir aurait préféré ignorer. Voilà, par exemple, comme je dis, la précipitation. Et, euh, et c'est cette résistance finalement interne au scénario, ce grain qui gratte, qui le distingue d'un rêve qui va servir le manque. Parce qu'un rêve qui sert le manque, vision égotique, t'aurais laissé penser, par exemple, tu aurais vu un scénario où tout est absolument fabuleux, la personne correspond à tes désirs, il n'y a pas la question de savoir si c'est sain ou si c'est pas sain, c'est peut-être tout à fait compensatoire, et ben cette personne-là, elle sert tes désirs, c'est compensatoire, puis il n'y a pas de grain de sable. Voilà. Donc c'est ce qui distingue un rêve qui sert le manque, résidu diurne, compensation égotique, d'un rêve qui travaille sur le manque et qui t'invite à travailler dessus. T'invite à revoir ton parcours, finalement, ton cheminement. Voilà. Alors que le message transcendantal, lui, il est clair, boum, il te dit c'est juste, c'est bon, voilà une vérité. T'en fais ce que tu veux, de toute façon. Alors, pour les rêves, dernière catégorie avec les défunts, c'est la même chose. Quand tu rêves avec un défunt, etc., éventuellement, il y a une charge émotionnelle et un scénario qui vont être centrés sur une problématique relationnelle qui n'a pas été résolue, etc. Souvent, besoin de faire un deuil à un endroit ou à un autre, etc., ou même de travail sur toi par rapport de déculpabilisation, etc., c'est compensatoire. Par contre, quand il va y avoir une certaine netteté, sobriété, du calme au réveil, une absence de friction, quelque chose qui te donne l'impression que la personne était vraiment à côté de toi, qu'elle t'a juste dit une parole, et que ça résonne fortement avec ton histoire personnelle, là, on est plus proche du vrai message du défunt. Voilà. Donc, tu vois qu'il y a quand même des points de vigilance à avoir, hein, parce qu'il y a différentes qualités de rêve, il y a beaucoup de travail qui est lié au traitement par l'inconscient pendant le sommeil des résidus diurnes qui sont très chargés par la personnalité, donc l'ego est toujours présent pendant le rêve, et pas forcément l'âme. On a vu qu'il y a une catégorie où tu peux avoir du rééquilibrage, et là on peut avoir la voix du soi, et la voix et l'ego, le moi et le soi qui dialoguent, et généralement c'est là où tu serais bien inspiré de regarder parce qu'il y a peut-être un discernement à avoir par rapport à un travail à faire sur toi pour corriger le tir, pour rééquilibrer. Et puis il y a le truc qui est très transcendantal, là, la message, une vérité qui apparaît, et puis voilà, elle semble directement aller dans le sens d'un éveil, d'un cheminement, de quelque chose qui semblerait tout à fait sain par rapport à ta voie d'éveil, par rapport à ce dont tu as réellement besoin, par rapport à ce dont l'être que tu es et non pas le personnage a besoin. Voilà. Donc, c'est loin d'être, tu as vu, toujours aussi évident, hein.
le point de vigilance à avoir, il me semble, c'est l'interprétation. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de gens qui te disent formule un soir, demande à ton âme de t'envoyer le message qu'il faut pendant la nuit. Attention, attention, parce que là, tu risques de faire une projection d'interprétation au réveil sans te poser la question. Attends, est-ce que c'était vraiment mon âme qui m'a parlé, hein? 95% des fois, ça ne sera pas ton âme. Hein, je pense que 80-90% des cas, ce sera du contenu dur, du résidu dur. Bonne 10 à 15, allez même disons 20% des cas, même si je baisse un peu, 75%, 20% des cas, 75% résidu dur, 20% des cas réellement du besoin de rééquilibrage entre le soi, la voix du soi qui s'immisce, à voir, hein, dans les manières de faire. Souvent, on va être dans la bonne voie concernant la satisfaction du besoin, mais c'est peut-être la manière de faire qu'il va falloir réinterroger. Et puis, je pense que c'est 5%, et je dis 5%, je pense que c'est beaucoup moins de 5% des rêves dont on se rappelle, mais ceux-là, on s'en rappelle à tout coup. C'est effectivement le rêve transcendant, le rêve, certains appellent lucide, là où on a véritablement un message qui peut être un message, un message de l'âme, message des anges, message de tes guides, message éventuellement de défunt, c'est toi qui définiras. Mais attention, attention, voilà, les éléments que je t'ai donnés devraient te permettre d'aider à trancher, en tout cas d'avoir une vision peut-être un peu plus apaisée, un peu plus sereine, un peu moins emportée sur l'interprétation des rêves. Voilà. Bah, si tu veux qu'on en reparle, bah, on en reparle, hein, comme d'habitude.